En avant, match. Numéro 39, Nicolas Anelka. Oui. Un seul attaquant d'en avant dans les années imaginaires. Exactement. Bienvenue à toutes et à tous, Guingamp-PES, Gaëtan. Bienvenue dans ton émission En avant-match. Une émission joyeuse, puisqu'on sort d'un Guingamp-Clermont qui n'était pas super bien emmanché, mais qui s'est bien arrangé. Réécoutons les 3 buts, version à la Guingamp-PES, Gaëtan Pinel. Première prise de balle, Labo, première prise de balle aussi, sur le côté droit ça combine pour Grieb encore, qui est retrouvé, oh le petit pont pour retrouver Labo qui va pouvoir centrer vers Sioué. L'égalisation enfin de Jacques Sioué pour battre un Théo Guivard, jusque-là imprenable. Jacques Sioué qui vient marquer son 10e but en Ligue 2 cette saison, et les entrants qui en moins d'une minute après leur entrée en jeu ont mis un impact déjà énorme. Grieb au départ, Labo ensuite, et Labo passeur décisif pour l'égalisation de Jacques Sioué. 65e, Guingamp 1, Clermont 1. Chaud, c'est récupéré. Sissoko, long ballon en cloche dans la surface de réparation. Ils sont de la tête de Nahir. Un but de Sohaib Nahir. Le voilà, son premier but au professionnel. Sohaib Nahir qui vient marquer à la 87e, 88e peut-être pour Guingamp, qui aura tellement insisté, frappé, dominé avant d'être récompensé ce soir. La tête de Nahir, son premier but en pro, qui vient offrir peut-être là la victoire, la 13e cette saison au Guingampais, 2-1. Met son corps en opposition, dégagement de Nahir. Loin devant, il n'y a pas de hors-jeu pour Labo qui va passer. Labo, balle de 3, balle de break de la surface. Un penalty. Penalty pour Guingamp. Penalty et carton jaune pour Yohan Coré, me semble-t-il. Penalty pour les Guingampais, la faute sur Brighton Labo qui filait un but. Qui a été déséquilibré. Balle de 3-1 pour les Guingampais. Ryan Grieb du pied gauche. 3-1 pour Guingamp qui va terminer cette rencontre en fanfare ce soir avec 3 buts à Oudourou, avec une 13e victoire cette saison, la 7e à la maison. Guingamp qui va conforter sa place dans le top 5. 3e but pour en avant, Ryan Grieb. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mon petit Gaëtan. Et vous voyez tout de suite le premier thème de l'émission, c'est paradoxe. On va vous dire pourquoi on veut parler de paradoxe aujourd'hui. On parlera de coaching avec ce fameux triple changement gagnant. Sioué 10, c'est pas son nouveau numéro. Il a toujours le 17, mais c'est son nombre de buts en Ligue 2. Ça y est, il a atteint les 2 chiffres. On parlera de 3, de la Ligue 2. Et on terminera par le quiz des supporters. Emerick champion en titre face à Titouan. Attention, il y a du niveau. Paradoxe Gaëtan, parce que on aurait pu faire un en avant-match la semaine dernière en disant « Oh, mais c'est fou quand même !» Parce qu'avant le Red Star, Guingamp n'avait perdu qu'une fois après avoir ouvert le score. Et avant Clermont, Guingamp n'avait jamais gagné après avoir encaissé le premier but. Et là, exactement, bim, boum, en 2 matchs, eh bien, ces statistiques-là ont été renversées. C'était pas sympa au Red Star, mais c'était plus agréable vendredi. Enfin, Guingamp a gagné après avoir encaissé l'ouverture du score. Ouais, c'est bien de se découvrir cette force, entre guillemets, de savoir gagner même quand on prend un but, quand on prend le premier but. Et à Guingamp, c'était pas le cas depuis le début de la saison. Il y avait eu 8 défaites et 3 nuls après avoir concédé l'ouverture du score depuis le début de la saison. J'enlève la Coupe de France, puisque contre Sochaux, il y avait une qualif, mais au tir au but, mais en championnat, voilà, il n'y avait pas eu un seul succès. Donc oui, c'était un truc après lequel Guingamp courait quand même depuis le début de la saison, depuis même presque 1 an et demi, parce que la dernière fois, c'était en décembre 2023 à Saint-Etienne, contre Laurent Batles déjà, que Guingamp l'avait fait, 3-1 là aussi. Ça veut dire que sur toute la deuxième partie de saison de la saison passée et sur toute cette saison-ci, Guingamp n'était pas parvenu à gagner après avoir concédé le premier but. Donc c'est parfois des stats qui s'installent, comme Ajaccio par exemple, qui n'arrivait plus à gagner à l'extérieur. Et ça c'était quelque chose qui était en train de s'installer à Guingamp, de ne pas savoir gagner après avoir marqué le premier but. Et des fois, alors on n'en parlait pas plus que ça, mais
parfois finalement c'est quelque chose qui devient presque mental chez certaines équipes. Je pense pas que ça ait tellement touché, impacté les Guingampais jusqu'à présent, mais c'est bien de savoir corriger ça quand même avant que ça le fasse en effet. Ouais, et ce qui est bien, c'est d'avoir pris un point à Grenoble aussi, comme ça, Oui. il n'y a pas si longtemps. À Cannes, même si on était quand même passé globalement à côté de notre affaire, on n'est pas loin du 2-2 à un moment donné aussi. Donc voilà. Et les points pris, en effet, après avoir pris le premier but, bon, hormis Clermont, mais sinon, c'est des équipes plutôt du haut de tableau. Il y a Grenoble qui est un petit peu derrière, mais Annecy et Dunkerque à la maison, les deux autres matchs nuls. Exactement. Et puis, paradoxe, parce que quand on regarde aussi le scénario du match, bah, c'est un peu le Red Star à l'envers. Ouais. Où le Red Star, en marquant en premier, il s'égalise avant la mi-temps. Alors nous, ça a été après la mi-temps. Et puis, on prend des buts 88-90. Et là, c'est, je crois, 87-90. Donc, voilà, il y a eu cet argument mental-là que les Guingampais, sur lequel les Guingampais vont pouvoir s'appuyer. On les écoute après le match contre Clermont. C'est pas habituel chez nous. Nous, c'est souvent quand on marquait les premiers buts qu'on déroulait derrière. Au Red Star, on a marqué un premier. Ils en ont mis 3 à la fin. Franchement, ça fait du bien. Parce que là, on est mené. Et franchement, sur le terrain, c'est compliqué quand on prend le premier but aujourd'hui à domicile. Parce qu'on a vraiment la volonté de bien faire et de repartir de plus belle. Quand on prend le premier, on se dit, aïe, franchement, c'est compliqué. Mais derrière, à la mi-temps, on s'est parlé, on s'est mobilisé. Et on a montré notre visage en deuxième mi-temps. Vous savez, on est tous pareils, un peu dans tout. On veut toujours trouver des explications. Et moi, ce soir, j'en ai pas. J'ai pas d'explication à ce premier quart d'heure-là. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était tout l'inverse de ce qu'on avait prévu de faire. Mais ça s'est passé. Voilà. Après, ce que je souhaite retenir ce soir, c'est la capacité de réaction des joueurs. Parce qu'une fois qu'un match est mal parti comme ça, et que vous êtes mené chez vous, que l'adversaire est conforté dans ce qu'il souhaite faire, à savoir un bloc bas et de la vitesse devant, c'est pas simple de renverser le cours des choses. Et il faut aussi saluer les joueurs pour leurs 75 minutes qui ont été de très bonne facture. Beaucoup d'occasions, des occasions franches. Et puis à l'arrivée, 3 buts à la maison. Et une victoire qui est importante pour nous par rapport à l'orientation qu'on souhaite de cette fin de saison. C'est un petit peu un déclic mental, comme on en parlait aussi à un moment avec le but de Grieb, les buts en fin de match. Guingamp qui marque beaucoup dans le dernier quart d'heure cette saison. Je crois qu'on est à 16-6 entre buts inscrits et buts encaissés dans les derniers quarts d'heure. Je vais vous dire ça dans 5 secondes. 18-6, 18 buts marqués, 6 buts encaissés. Et sur les 6 buts encaissés, il y en a 4 très récemment, parce qu'il y a eu les 2 de Metz et les 2 du Red Star l'autre jour en Ligue 2. C'est ça qui est un petit peu paradoxal pour rester dans le thème, Gaëtan, c'est que on cible parfois le manque de caractère de cette équipe. Et puis quand tu regardes ses buts dans le dernier quart d'heure, alors souvent c'est pour asseoir des victoires qu'elle marque ses buts à la fin. Mais il y a quand même, et c'est ça qui est étonnant, c'est que tu as l'impression que c'est un peu sur courant alternatif. Il y a pas mal d'exemples contraires. Clermont, c'est un exemple contraire, puisque les 2 buts pour gagner le match arrivent à la fin. À Martigues, c'est la même chose, 89e. Contre Ajaccio, à la maison aussi. Bon, il y a eu quand même, contre Caen en Coupe de France, dans le temps additionnel, enfin même tous les buts en fait, du match avaient été marqués à ce moment-là. Donc il y a quand même finalement pas mal de contre-exemples, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de buts, oui. Mais sur ces matchs-là, c'était pour prendre ou reprendre l'avantage. C'était pas pour renverser le match. C'était pas pour renverser le match. Non, ça n'était jamais arrivé. Mais il y a eu des buts, en tout cas décisifs, qui ont été marqués dans ces périodes-là. Des buts qui ont permis d'aller gagner des matchs ou d'arracher parfois des points. Mais Guingamp a réussi à le faire. Et c'est vrai que souvent, quand une équipe parvient, alors beaucoup de buts, enfin, il y a beaucoup de matchs qui l'issue se fait un petit peu sur la fin, mais quand une équipe parvient souvent à faire basculer ses matchs un peu à l'usure, un peu sur des fins de rencontre où certaines ont plutôt tendance à craquer, c'est quand même plutôt bon signe. Et c'est vrai que Guingamp le fait de temps en temps, régulièrement, ce serait peut-être beaucoup dire, mais de temps en temps. Et là, en tout cas, Clermont, c'était un bon exemple parce qu'il y avait besoin de retrouver la victoire après une petite série là, un peu négative quand même. Parce qu'à domicile, Guingamp n'avait plus gagné depuis 2 matchs et surtout, il y avait eu 2 matchs sans marquer de but aussi. Donc voilà, c'était bien de savoir le faire à ce moment-là précisément. Et puis, le paradoxe qui se poursuit dans le coaching, et on passe à notre deuxième rubrique de l'émission, c'est que le coaching au Red Star, avec ses 3 changements à l'heure de jeu, n'avait absolument pas porté ses fruits. Ça a été tout autre vendredi dernier contre Clermont.
regardez ces 2 minutes où il y a un petit flashback et puis les raisons aussi qui ont amené Guingamp à avoir un coaching plus efficient cette fois contre Clermont. Bon, alors Mendes pour Picard, Grieb pour Lebris et Labo pour Rémia. Le triple changement de Sylvain Ripoll qu'on espère plus fructueux que la semaine dernière au Red Star. Oh là, les grandes manœuvres commencent sur le banc de Guingamp. Là, on va faire entrer un peu de taulier parce qu'on n'arrive pas beaucoup à la tenir dans ce début de seconde période. Sioué, Picard et Emia vont entrer pour les Guingampais. Ça n'avait pas débouché sur grand-chose. Et d'ailleurs, Sylvain Ripoll était vraiment mécontent après le match. Mais après, je vous dis, rien ne s'est passé. On n'a pas eu le poids des entrées comme on le souhaitait. Ça, faut être clair aussi là-dessus. Et tout ça fait que ce soir, un match dont on devait tirer un score positif, à l'arrivée nous échappe. Et ça, c'est un vrai problème. Soir, Grieb, première prise de balle. Labo, première prise de balle aussi. Sur le côté droit, ça combine pour Grieb encore, qui est retrouvé. Oh, le petit pont pour retrouver Labo. Labo qui va pouvoir centrer vers Sioué. L'égalisation enfin de Jacques Sioué pour battre un Théo Guimard jusque-là imprenable. Jacques Sioué qui vient marquer son 10e but en Ligue 2 cette saison. Et les entrants qui en moins d'1 minute après leur entrée en jeu ont mis un impact déjà énorme. Un vrai paradoxe par rapport au match du Red Star, c'est l'impact du triple changement de l'heure de jeu. Oui, c'est vrai que c'est différent. C'est différent, mais c'est important. C'est important, c'est ce qu'on s'est dit. Un groupe, c'est aussi des joueurs qui terminent, des joueurs qui commencent. Et puis parfois, c'est pas les mêmes. Et puis ça s'inverse. Et puis ceux qui ont débuté terminent. Donc c'est important que tout ce monde-là comprenne ça aussi. Grieb au départ, Labo ensuite. Et Labo passeur décisif pour l'égalisation de Jacques Sioué. Après, comme on l'a dit avec le coach, on savait qu'on avait fait un faux pas au Red Star. Je vais vous dire la vérité, la semaine dernière, je suis rentré, j'ai été catastrophique. Donc voilà, il faut savoir le dire aussi. Après, on rentre, on fait du bien, c'est notre travail aussi de terminer les matchs. Des fois, en une demi-heure, on peut être bien plus impactant que quelqu'un qui reste sur le terrain 1h30 mais qui n'y fait pas grand-chose en fait. Donc bravo à ceux qui sont rentrés, franchement. Ils ont impacté le match, ils nous ont permis de valider aussi tout le travail qui avait été fait avant. Mais ça, c'est un état d'esprit et je suis content que le groupe réponde comme ça. Il y a des copains qui commencent, des autres qui terminent et vice-versa. Peu importe la situation, qu'on doit commencer ou terminer, il faut montrer une bonne image et se donner à fond, quoi. Et là, Brighton, Junior, et Ryan de Grieb qui rentrent et on voit la différence par rapport à la semaine dernière. C'est ce qui nous a manqué la semaine dernière pour qu'on tue le match au Red Star. Donc aujourd'hui, eux, ils sont rentrés. Brighton fait passe D et Ryan marque le penalty. Donc voilà, c'est ça. On a besoin de ça sur les 8 derniers matchs, que ce soit moi sur le banc ou les autres. Quand on rentre, on doit être à 2000% et la semaine dernière, on l'a pas fait. Là, ça a été bon pour nous, donc il faut rester comme ça. C'est toujours la question, alors je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Michel Denisot, ex-président de club notamment du PSG. Est-ce qu'il est encore celui de Châteauroux? Je ne sais plus. Mais il disait un coaching gagnant, ça veut d'abord dire que le coaching avant, il n'était pas terrible. Les choix de départ. Donc, est-ce que c'est uniquement Ripoll qui est responsable de ça? Disons-le quand ça va bien aussi. Bravo à lui d'avoir fait ce triple changement-là, parce que clairement, il y a eu un accélérateur à ce moment-là, mais c'était tout autre au Red Star. Alors que pourtant, au Red Star, les 3 qui rentrent, Picard, Emia, Sioué, ce sont des titulaires indiscutables. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Après, je pense que ce coaching gagnant, ou en tout cas la formule gagnante à l'arrivée, elle provient quand même de au moins 2-3 facteurs. Il y a en effet le choix du coach et du staff pour répondre à une problématique donnée sur le match qui est en cours. Donc tu choisis de faire entrer tel et tel joueur. Il y a l'implication des joueurs sur l'entrée en jeu aussi quand même. Et puis il y a la façon dont l'adversaire peut répondre. Parce que des fois, le profil qui entre va plutôt gêner le défenseur adverse, notamment avec 70 minutes dans les jambes, parce que parfois, en face, ça va se désorganiser un petit peu, ou parce qu'il va y aussi avoir des changements en face qui vont faire que là, ça va un peu basculer. Mais je pense qu'il y a au moins 2-3 facteurs qui font que ça bascule. C'est pas juste le coach fait ses changements et hop, on claque des doigts, ça fonctionne. Non, il y a tout autre chose, je pense, derrière. C'est vrai qu'au Red Star, ça n'a pas du tout marché. Et j'en ai parlé juste au moment du changement. 30 secondes après, il y a le 1-2 Labo Grieb qui a mis nos buts. Comme quoi, tu dis, c'est vrai que c'est assez incroyable. L'image, elle était vraiment frappante sur ce moment-là.
Alors que c'est vrai, au Red Star, quand on voit pourtant Ripoll faire rentrer Emiya, Siwe, Picard, on se dit là, il se donne les moyens de le gagner, quoi. Il veut vraiment, sur la dernière demi-heure, aller chercher les 3 points. Et en fait, il s'était rien passé ce jour-là. Mais il me semble qu'on le disait dans l'avant-match de la semaine dernière, ou peut-être dans le débrief aussi du Red Star. Et d'ailleurs, Siwe l'a témoigné en qualifiant son match de catastrophique, vous venez de l'entendre, au Red Star. Peut-être aussi que Picard, Emiya, Siwe ne sont pas forcément des meilleurs profils pour entrer en jeu. Ce sont des joueurs qui sont tellement habitués, je ne sais pas, moi, en 25-26 matchs. Alors, Siwe était un petit peu blessé, mais Emiya, il doit être à plus de 20 titularisations. Picard, il a été une seule fois remplaçant. Ouais. Donc, il y a des moments aussi où tu n'es plus habitué à rentrer dans un match, à t'adapter tout de suite la condition au rythme de est la différente, rencontre, à connecter dans le cerveau, tandis que des joueurs comme Mendes, Grieb sont plus habitués à ça. Tu parlais de la fatigue des défenseurs. C'est vrai que le profil de Grieb et surtout Mendes, quand un défenseur fatigué et que tu as la fusée Mendes qui arrive, bon courage. Ouais. Et puis, ce qui a été impactant aussi, peut-être, c'est le fait d'avoir 2 vraies pointes. Parce qu'Emiya joue souvent devant avec Siwe ou Labo, mais ce n'est pas tout à fait le même rôle qui est demandé à Emiya qu'à Labo. Tandis que quand tu subis, quand tu recules, quand tu n'as plus le ballon, comme c'était le cas de Clermont l'autre jour, et que tu as 2 attaquants de pointe qui s'installent, bah, tout de suite, il y a un petit peu plus le danger. Donc, c'est effectivement un autre argument. Et puis, ce qui est très agréable pour Guingamp dans cette fin de saison, c'est que aussi le profil des joueurs qui rentrent en jeu, c'est quand même des joueurs de plus en plus impactants, sans manquer de respect aux autres qui rentraient au mois de décembre, janvier, février, quand il y avait un peu plus d'absents. Mais là, tu as quasiment tout le monde de disponible. Donc forcément, tu as plus de choix aussi. Pour répondre justement aux situations qui se présentent, tu as plus de choix, plus de joueurs pour certains expérimentés, un peu plus de métiers. Donc tout ça, ça aide aussi. Il y a un joueur là qu'on n'a pas cité, mais qui est très souvent performant dans ce rôle-là en entrant, c'est Taylor Luvambo, qui a marqué, je crois, 4 fois en comptant coupe et championnat en entrant en jeu. Donc et lui, pour le coup, il est à l'inverse justement des Picard, Siwe et Emiya. 5 buts, Luvambo. 5 buts. Il est beaucoup plus impactant en entrant en jeu. Chacun a un petit peu son rôle et finalement, même si les rôles peuvent être un peu intervertis au fil des semaines parce que l'enchaînement des matchs, parce que tel ou tel adversaire ou des blessures, etc. Mais chacun a un petit peu ses rôles et tout le monde arrive à répondre de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y en a qui sont quand même plutôt faits pour démarrer, d'autres plutôt faits pour terminer. 13 buts, toutes compétitions confondues, marqués par des joueurs sortis du banc. Et on ne compte même pas les passes décisives. Un exemple avec l'entrée de Labo l'autre jour, qui quasiment sur son premier ballon offre la balle de but à Siwe. Luvambo, tu l'as dit, c'est un expert en la matière parce qu'il a marqué 5 buts cette saison comme ça, 4 en Ligue 2, dont 2 contre 3 au match aller. Il y avait aussi contre Caen, puis contre Rodez, contre Caen en Coupe de France aussi. Labo a su être déterminant comme ça aussi. On se souvient à Guignon contre Martigues pour offrir la victoire. Ce qui était arrivé à Grieb aussi contre Ajaccio. Alors Sagna avait marqué un but parfaitement anecdotique à Clermont pour ramener le score de 4-0 à 4-1. Mais voilà, 13 la différence de but pour le top 5, peut-être que... On ne sait jamais. Quand on a vu le Gadin de Dunkerque l'autre jour, peut-être. 13 buts sur 59, toutes compétitions confondues, marqués par des joueurs sortis du banc. C'est 22%. Donc c'est environ un quart des buts qui sont marqués par des remplaçants en toute compétition. Et puis en Ligue 2, le ratio est pareil. C'est 23%, 10 sur 43. Donc ça aussi, c'est un argument pour les Guingampais qui, plus les matchs avancent, généralement, meilleurs ils sont. Sauf Metz et le Red Star récemment. Mais bon, ça peut arriver aussi des accidents dans une saison. Ce qui n'est pas un accident du tout, c'est de voir Jacques Siwe d'atteindre la barre des 10 buts cette saison. Et on est aujourd'hui sur cette diffusion d'en avant-match le 13 mars. Eh bien, figurez-vous que le 11 mars 2023, c'était son premier but en pro. Réécoutons-le, version Radio Bonheur. René qui offre le but peut-être à Courtet. Siwe, oui, Jacques Siwe qui marque son premier but en professionnel face à l'un de ses anciens clubs. Un but offert, donné, un cadeau de Baptiste René à Gaëtan Courtet. La passe récupérée par l'attaquant de Guingamp. On s'est retrouvé tout seul face au gardien de Dijon. La petite passe de Courtet pour Jacques Siwe.
2-0. Ouais. Là, c'est bon. Le but commenté et raconté après le match par Jacques Sioué avec une petite tête de bébé, je trouve, à l'époque. Bon, après, on dit beaucoup que des joueurs formés marquent contre leur ancien club. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Comment tu sens le coup là? Tu vois Gaëtan réussir le pressing, après c'est quoi? Se mettre en fait, position. je me dis en fait, c'est soit il va prendre sa chance, soit au moins je suis là. Si le gardien il repousse, ou au moins je lui offre une solution pour nous permettre de marquer. Si lui aurait marqué, j'aurais été très content, sachant qu'il est en concurrence avec le bien au niveau des buts, au niveau des joueurs actifs qui marquent en Ligue 2. Mais voilà, j'essaie de me positionner en bien et me la mise et j'ai fini. Hein. Voilà, tout jeune. Il y a juste 2 ans d'écart, mais je sais pas, je le trouve. Alors Poupon, faut peut-être pas aller trop loin, mais voilà, on sent que c'était un jeune encore plus. À ce moment-là, Jacques Sioué. Et regardez, on a partagé ça sur nos réseaux mardi. Et regardez, il y a eu la réponse. On a été repartagé par Gaëtan Courtet, qu'on retrouvera bientôt à Dunkerque. Et il a raison, Gaëtan Courtet, parce que jamais Jacques Sioué, instinctivement, n'est allé le remercier, alors que c'est quand même l'égoïste. Courtet qui a fait 90% du taf sur ce premier but-là en pro. Et c'est vrai que Sioué, l'année dernière, c'était combien? 3 buts? 2 buts 2 buts, Dunkerque et Saint-Etienne. Ouais. Et puis cette saison, c'est la révélation absolue. 10 buts en Ligue 2, 2 en Coupe de France. Voilà, la barre des 10 buts franchis, c'était un objectif déjà ciblé dès le début de saison. Réécoutez cet extrait du débrief du Guingamp Red Star du 31 août avec Maxime Sivis. Est-ce que tu as un objectif pour cette saison, des buts ou de stats? Attention, on a parlé, mon gars, c'est 2 chiffres, hein. Tu sais déjà, c'est 2 chiffres cette saison. Non, moi j'ai confiance, ça va bien se passer. Ouais, t'inquiète, ça va bien se passer. Du coup, on en attend encore au moins 8 alors. Il y a 8, comme on dit chez moi, il y a 8 cassettes à récupérer. C'est vrai qu'on nous aurait dit ça il y a 1 an, jour pour jour, Gaëtan, que Sioué, en 24-25, serait à 10 buts. Ouais. On aurait dit, t'es sûr? Par contre, sur le Guingamp Red Star, où il avait déjà marqué, je crois, 2 ou 3 buts, là, ça devenait un petit peu plus pertinent. C'était différent. Ouais, parce que mais en fait, j'ai l'impression que, il y a eu son but il y a 2 ans, mais il y a surtout eu une bascule, j'ai l'impression, lorsqu'il a marqué à Dunkerque l'année dernière. Il marque à Dunkerque, où il entre en jeu très vite, d'ailleurs. Oui, parce que Baptiste Guillaume, de mémoire, s'était blessé. Et il avait enchaîné, alors je sais plus si c'est le match suivant, j'ai un petit doute, ou juste après, contre Saint-Etienne. Il a marqué 2 buts, quasi coup sur coup. Et puis il a enchaîné avec des buts importants en plus, puisque un pour le gagner 1-0, l'autre pour un 2-2. Il avait enchaîné avec une bonne prépa dans la foulée, il avait été décisif tout de suite aussi. Et puis le début de saison, en fait, il y a vraiment eu un avant et un après Dunkerque. Là, ce match-là, ce but-là, a marqué une vraie bascule dans ses stats. Alors peut-être que pour lui, dans sa tête, c'était clair qu'il allait y arriver, etc. déjà avant. Mais très clairement, c'est plus le même joueur depuis. Dans les stats, dans ce qu'il montre sur le terrain, dans le rôle qu'il occupe aussi maintenant dans cette équipe, parce que c'est devenu un titulaire à part entière. Donc il a complètement changé de dimension. Ouais. C'est vrai que tu parlais de rôle. Il a toujours eu un statut de, alors Trublion, mais en tout cas de joyeux luron dans le vestiaire, parce que même quand il jouait pas beaucoup et qu'il entrait en jeu, on le voyait toujours faire les cris de guerre dans le vestiaire, sauf que là, il grimpe. 10 buts pour lui, il peut aller nous chercher les 15 d'ici la il reste combien, barrage 9 matchs 8 matchs 9 matchs 8, je crois. Ouais, 8. Ouais, si, c'est 8. 8, donc 26 et 8, 34, et ça peut, barrage inclus, s'il y a barrage, enfin play-off, barrage, etc., ça peut, 15, c'est jouable, hein. 15. Au moins les 15, toutes compétitions confondues, et peut-être même 15, rien qu'avec la Ligue 2, play-off, barrage, là, si ça va un peu plus loin, quoi. On verra, on voit en tout cas, bravo Jaco, continue de nous régaler comme ça, évidemment, sa satisfaction s'entendait, se lisait sur son visage après le match contre Clermont. Raconte-nous ce fameux 10e but. Ce but-là, Brighton, super chance de Brighton. En première mi-temps, j'en ai 2 et franchement, je ne vous mens pas, j'étais en train de péter un plomb dans ma tête parce que je dois les mettre. Mais après, Brighton me donne un super ballon et je me suis dit, je vais juste assurer parce que Guy Varch anticipait beaucoup. Et après, je le mets et là, c'est la libération. C'était l'objectif de cette saison de mettre 10 buts. Maintenant, il reste 8 matchs et il faudra mettre encore plus. Donc voilà, je suis très content, très fier de moi et c'est une belle chose ce soir et en plus qu'on ait gagné. Donc voilà, ça fait plaisir.
Voilà pour la partie guingampèse de cette en avant-match, chers amis. Maintenant, parlons de Troyes, avec évidemment deux têtes très très bien connues du côté de Guingamp, l'entraîneur Stéphane Dumont et le numéro 10, Youssouf Mchangama. Alors, ça avait été très compliqué pour eux au match aller. Tu vas nous rappeler les conditions, bien évidemment, de ce premier match pour Troyes, qui n'était pas du tout prêt à jouer ce jour-là. Ça va mieux depuis. Ouais, ça va même beaucoup mieux. C'est vrai que sur la première journée, c'était le flou total du côté de Troyes, parce qu'il s'était séparé de David Guillon en début de semaine, qui était l'entraîneur qui avait terminé la saison précédente, qui avait commencé la préparation et qui avait même été quasiment jusqu'au bout de la préparation. Et Stéphane Dumont avait été nommé le lundi pour match, le vendredi, première journée de Ligue 2 à Guingamp, en rappelant que les Troyens, dans cet été-là, avaient été aussi repêchés de national, puisque théoriquement, ils étaient relégués en national, et finalement, après la rétrogradation de Bordeaux, c'est eux qui avaient été repêchés en Ligue 2. Donc l'été avait déjà été agité avec tout ça. Ils arrivent à Guingamp avec un coach qui débarque 4 jours avant. 4 joueurs blessés, 4 joueurs suspendus, une ribambelle donc d'absents, beaucoup de jeunes. Bref, le climat était vraiment très compliqué pour les Stacks à ce moment-là. Et Guingamp qui s'était plutôt bien préparé. Bon bah voilà, on avait profité immédiatement. Victoire 4-0. Troyes n'avait vraiment pas existé sur ce match-là. Mais depuis, ça a beaucoup changé. C'est une équipe qui est par exemple allée jusqu'en 8e de finale de Coupe de France en éliminant le Stade Rennais, en éliminant Metz aussi. Et une équipe qui 3-0 non en plus. 3-0 contre Metz, ouais. Et une équipe qui s'est donné de l'air maintenant par rapport au maintien, puisqu'ils sont 10e avec 33 points, c'est 9 points de plus que le premier relégable et 8 de plus que le barragiste. Donc il y a quand même un matelas plutôt sympa. C'est la troisième meilleure défense, ou quatrième je crois. 4-5e meilleure défense de Ligue 2. 26 buts encaissés en 26 matchs. Donc c'est plutôt costaud. Alors 28 buts marqués seulement, c'est pas énorme, mais ça tourne plutôt pas mal. Avec Rafiki Saïd par exemple qui est à 8 buts, avec Syria Kyrie aussi qui est un des éléments forts du jeu offensif de l'Estac. Et puis globalement, quand on prend la trajectoire des Troyens sur ces dernières semaines, bon, il y a des séries, ce qui manquait parfois à Stéphane Dumont la saison passée à Guingamp. Il y a eu une vraie belle série de la 10e journée jusqu'à jusque-là. Même jusqu'à la 17e. Il y avait eu 7 matchs avec une seule défaite à Lorient, mais il y a eu pas mal de victoires. Alors que les Troyens, il faut le rappeler, jusqu'à la 6e journée, ils n'avaient qu'un point. Ils avaient 1 point en 6 matchs. Ça veut dire que sur les 20 matchs suivants, ils ont pris 32 points. Donc ce qui est une moyenne pour être finalement 5, 6, 7e de Ligue 2 s'ils avaient eu cette moyenne-là depuis le début. Et là, si on prend vraiment les résultats tout récents, 2 victoires consécutives, 2-0 à Pau, 2-0 contre Bastia. Il y avait eu avant 2 défaites face aux deux premiers, le PFC et Lorient. Mais avant ça, victoire à Martigues, victoire contre Caen. Ils ont surtout perdu face aux équipes du haut ces temps-ci, puisque avant ça, c'était Laval et Annecy qui les avaient battus. Donc voilà, c'est une équipe qui gagne quand même régulièrement, qui perd des matchs, mais qui en gagne régulièrement, qui est plutôt solide et qui avance avec vraiment des forces sûres quand même à certains postes. On parlait de Dirier, on parlait de Saïd, il y a Depréville qui revient plutôt pas mal aussi en ce moment, il y a Mchangama. Il y a Ripard qui s'est gravement blessé par contre. Ouais, effectivement, ils ont recruté Simon Elisor, non pas Simon Elisor, lui c'était la saison passée. Ils ont recruté Mounaïm El Idrissi, l'ancien d'Ajaccio, cet hiver, qui je crois n'a pas encore marqué. Ça va tomber sur notre tronc. Ouais, il faudra bien que ça arrive un jour peut-être. On verra bien. Tu vois, je vais rebondir dessus parce que à chaque fois, tu sais, on voit les commentaires quand on joue des équipes en difficulté. Ah oui. Alors parfois, ça nous arrive effectivement de pas gagner contre ces équipes en difficulté. Et alors là, on a 15 commentaires. Ouais, de toute façon, on est spécialiste pour relancer les équipes en difficulté. Par contre, quand on gagne contre ces équipes-là et qu'on les enfonce comme Caen, on n'entend rien. Mais c'est vrai, et en plus, Guingamp face aux équipes du bas cette saison, Caen 2 victoires, Martigues 1 match 1 victoire, Clermont 1 victoire 1 défaite, Amiens 1 victoire, Rodez 2 victoires, Ajaccio 2 victoires, et le Red Star qui est au-dessus 2 défaites. Mais de la 13 à la 18e place, il y a une défaite sur 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10 matchs joués, une défaite. Et pour le reste, que des victoires. Tu vois, c'est comme les gens qui viennent. Alors, on vous adore tous, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est bien de pouvoir débattre avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qu'on voit que les soirs où ça ne marche pas. Ou alors, il y a des gens qui, peu importe le scénario du match, on peut gagner 8-0. T'en as qui viendront. Ah, mais quand même, lui, il a marché sur sa chaussette à la 12e minute. Ouais. Non, mais kiffe un peu. Je sais pas, souris. Des fois, voilà. Elle est bien cette saison. Trouver la petite bête. Cette saison est quand même plutôt sympa. Tu disais 43 buts marqués en 59 toutes compétitions. Et 59 toutes compétitions confondues, 16 en Coupe de France en 6 matchs, 59 du coup ça fait en 32 matchs. Donc on n'est pas loin des 2 buts par match de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Des victoires régulières, notamment à domicile. Des victoires larges aussi. Voilà, c'est une 5e place pour l'instant en Ligue 2. Bon, c'est quand même plutôt sympa. Guingamp qui a remporté, il me semble, la moitié de ses matchs en Ligue 2, 13 sur 26, oui. Tu me coupes, c'est ça. pour les Guingampais. Qu'est-ce qui va se passer dans ce week-end Ligue 2 ? Alors, on ne sait pas si Pierre Perrault est un mage et peut nous dire les résultats, mais au moins, il va nous parler du programme de cette 27e journée. On approche de la dernière ligne droite avec cette 27e journée de Ligue 2. Avant de se pencher sur les différents enjeux de week-end, coup d'œil sur les résultats de la 26e journée avec quelques surprises, notamment la large victoire de Rodez, 5-1 face à Dunkerque, le même score en faveur de Metz face à Annecy. Ce sont 2 résultats importants pour les Guingampais, on le verra au classement dans un instant. Et enfin pour les résultats qui nous intéressent, vous le voyez, Paris s'est imposé dans le choc face à Lorient 3-2 et le Stade Lavallois est revenu de Caen avec un succès 1-0. Quelles sont donc les conséquences au classement ? Eh bien, vous le voyez, le Paris FC est revenu à hauteur du leader Lorient, 52 points pour ces 2 équipes, mais ce n'est plus qu'à 2 unités de ce duo de tête. Dunkerque reste au contact, mais voit Guingamp se rapprocher. Laval et Annecy suivent juste derrière. Dans la seconde moitié de tableau, il y a du mouvement avec cette place de barragiste occupée par Clermont. 5 points les séparent d'Amiens, premier non relégable. Les Amiénois qui ne cessent de chuter ces dernières semaines. Martigues et Caen sont eux aux 2 dernières positions de ce classement. On va reprendre de la hauteur maintenant avec cette 27e journée. Et il y a 2 matchs qui ne vont pas vous échapper. Ce sont les rencontres entre le 4e et le 3e Dunkerque et Metz, ainsi que la rencontre entre le PFC et Laval. Ces 2 matchs auront lieu samedi à 14h. Vous découvrez également les matchs du vendredi avec ce 3 Guingamp. Et exceptionnellement, pas de match le lundi soir puisque la trêve internationale va prendre place la semaine prochaine. Encore un beau week-end de Ligue 2 donc, à seulement 8 journées de la fin. Et ouais, alors bon, vendredi, il y aura Annecy notamment, mais c'est surtout samedi que ça nous intéresse, mon petit Gaëtan. Pierre le disait, Dunkerque-Metz, Laval, Paris FC. Là, va y avoir du grabuge dont on devrait profiter. Oui, parce que forcément, dans ces équipes-là, il y en a qui vont lâcher des points. C'est ce qu'on dit à chaque fois quand il y a des confrontations directes. Mais là, en plus, il y en a 2. Donc, doublement l'occasion de prendre des points sur ces équipes-là. Et c'est vrai qu'on a une équipe de Dunkerque qui a pris une grosse claque là, à Rodez. Metz qui tourne vraiment très bien. Faudra voir ce que ça donnera, mais c'est plutôt alléchant comme affiche. Et puis Laval, Paris FC, les Parisiens qui ont recollé à Lorient en battant les Merlus le week-end dernier, 52 points. Et Laval qu'on voyait peut-être un petit moment décrocher un petit peu. Non, Laval s'accroche aussi. Alors avec des résultats un peu bizarres et cycliques, on les voit aller gagner des matchs à l'extérieur, notamment à Lorient, et perdre à domicile contre Martigues. C'est pas tellement rationnel tout ça dans la lecture des résultats, mais ils sont là, ils sont qu'à 2 points d'en avant. Après, ce qu'il va falloir surveiller, c'est Annecy. Peut-être qu'Annecy est en train de lever un peu le pied. Il y a 5 défaites sur les 7 derniers matchs pour 2 victoires. C'est plus compliqué pour Annecy, mais encore une fois, comme ils avaient un petit peu d'avance à un moment donné, ils ne sont qu'à 3 points d'en avant, donc ce week-end, tout peut redevenir finalement à égalité. Mais c'est vrai que Annecy est peut-être à un moment de sa saison, je crois que j'en ai parlé il y a déjà 1 ou 2 émissions, mais à un moment de sa saison où
ça commence à devenir un peu plus dur et le sprint final. Bon, Annecy semble pas l'équipe, celle dans les meilleures conditions, en tout cas pour cette dernière ligne droite de la saison. Mais encore une fois, la réalité d'un jour et celle du lendemain n'est pas toujours la même. Mais 5 défaites sur les 7 derniers matchs, quand même, ça fait beaucoup. Oui, les Guingampais n'en sont pas là pour l'instant et c'est tant mieux. Il y en a un qui est à 3 victoires consécutives, c'est Emeric. Et attention, aujourd'hui, Titouan, le jeune Titouan vient l'affronter. Vous allez le voir. Alors, vous savez que j'ai parfois l'habitude peut-être d'exagérer les choses. Là, non. Grand niveau dans ce quiz d'en avant-match numéro 39. Gaëtan, nous te remercions pour cette émission. Avec plaisir. On se dit à bientôt parce qu'il y aura un avant-match pendant la trêve, un petit peu spécial. Vous verrez ce qu'on est en train de vous préparer. Demain, 3 Guingamp, match à 20h, prise d'antenne 19h45 sur la Guingampaise. Et comme tu le dis si bien souvent, rendez-vous dès 18h pour les premiers contenus sur nos réseaux sociaux. On va essayer d'avoir Dumont ou Mchangama avant le match, au bord de la pelouse. Oh, quand même, ils peuvent nous faire ça. Et puis, on espère surtout la victoire des Guingampais. Emeric face à Titouan, c'est maintenant. C'est le quiz de cet en avant match. Alors, on n'a rien calculé du tout, mais vous pouvez voir que Emeric a la même couleur plus ou moins de haut que moi. Et surtout, Emeric, le champion, a le même stylo que le challenger Titouan. Messieurs, montrez-vous, regardez les 4 couleurs à l'ancienne, ça c'est beau. Bonjour Emeric, le champion, comment ça va? Salut, ça va et vous deux? Moi ça va, est-ce que Titouan est de son côté un peu stressé? Ça va bien. Un peu de pression, mais hâte. Allez, ok, on est parti les amis pour cette première manche à venir du quiz avant ce 3 Guingamp. Alors, on va voir si on a fait un thème spécial 3. Emeric, parce que je sais que tu prépares et que tu nous connais, donc on essaye de ne pas faire tout à fait ce qui est attendu. On va commencer par un petit quiz, alors un tout pile, je ne sais pas, mais pour le TOS, on va vous demander, chers amis, et c'est Emeric le champion qui va commencer avec sa première proposition. Vendredi contre Clermont, en avant a eu quasiment la plus petite affluence depuis le début du championnat, mais combien y avait-il de spectateurs à Roudourou? 6542. 6542. Titouan. 6250. Titouan, bravo, tu es le plus proche. À 30 près, il y avait 6280 spectateurs. Alors Titouan, du coup, tu vas avoir le choix entre les 2 premiers thèmes de la manche coup franc. Titouan, d'ailleurs, raconte-nous ta passion pour Guingamp, ça vient d'où? Avec la famille, avec le papa, le grand-père. Ouais. Ça a commencé en 2013, à un Guingamp-Sochaux. Pas mal, le 5-1. Il me semble, ouais. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai débuté par une défaite, tu vois. On n'a pas les mêmes souvenirs de notre première. Emeric, ta première, toi, c'était qui, quoi, quand? La première au stade, c'était un Guingamp-Bastia en avril 2003. Ok. Ouais. Ok. Le jour des derniers buts de Drogba à Roudourou. Exactement. Vous avez commencé par du caviar. Hein. Moi, j'ai eu des trucs, défaites 1-0, toutes pourries. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Messieurs donc, et surtout Titouan, on va commencer par la manche coup franc. Alors, demain, il y a 3 Guingamp, Dumont et Mchangama. Eh bien, les thèmes, ils sont là. Il y a un thème Mchangama. Il y a un thème, non pas sur Stéphane Dumont, mais sur l'ère Dumont à Guingamp, sur les 3 saisons de Stéphane Dumont en avant. Titouan, tu choisis. Est-ce que tu préfères le thème Mchangama ou le thème l'ère Dumont? Je prends Mchangama. Mchangama. Ok, on est parti. Je rappelle le coup franc. Tu as la possibilité de répondre directement. Si c'est une bonne réponse, tu as 2 points. Sinon, tu dis coup franc indirect et tu as 3 propositions. Et si tu as la bonne réponse, c'est 1 point. Youssouf Mchangama, Titouan, arrive à l'été 2019 à Guingamp. Et quand il arrive, il hérite du numéro 10. Mais qui est le porteur du numéro 10 juste avant
Youssouf Mchangama. Coup franc direct ou indirect? Direct. Blas. C'est bon, bravo Titouan, 2 points. C'était technique parce que Ludovic Blas, je crois qu'il n'a porté que 1 ou 2 matchs. Le numéro 10 avec en avant, il avait le 7 en Ligue 1 et quand en avant était relégué et que Bénézet, je crois, est parti, Blas a hérité du numéro 10 sur une poignée de matchs. 2-0 donc, Titouan. Youssouf Mchangama, et ce thème tombe bien, il est surtout connu pour ses coups francs. Il en a marqué quelques-uns à Guingamp, mais contre quel club a-t-il inscrit son premier coup franc sous les couleurs guingampaises? Indirect. Indirect, nous avons Auxerre, Caen ou Toulouse. Toulouse. C'est pas bon. C'était Caen en Coupe de France, un match qu'on a tous oublié parce qu'il y avait 3-0 à ce moment-là du match. C'est à la 90e, il frappe et il marque pour son premier coup franc. Et son premier en Ligue 2, c'était contre Auxerre. Toulouse, il a mis un but fabuleux, mais c'était dans le jeu, on s'en souvient, au Stadium. Pendant son passage à Guingamp, Youssouf Mchangama inscrit le plus beau but de la CAN 2022. Un coup franc, encore magnifique, pleine lucarne. Mais contre quelle équipe? Indirect. Coup franc indirect. Était-ce contre le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou l'Égypte? Cameroun. C'est bon. Bravo, Titouan. 3 points sur cette première manche. Cameroun, pays organisateur. On se souvient, c'est le fameux match où les Comores n'avaient aucun gardien à disposition à cause de Covid et de blessures. C'est Chaker Aladur, le défenseur qui avait joué gardien de but. Défaite 2-1 des Comoriens avec donc ce but qui avait ramené le score de 2-0 à 2-1 de Youssouf Mchangama. 3-0, attention Émeric. Titouan a marqué son territoire dans ce début de quiz. Question donc sur l'aire du Mont. Attention, il n'y a pas de jeu de mots avec Patrice Lair, c'est l'aire E-R-E, évidemment. Quel était le nom, de son entraîneur adjoint à Guingamp? Vous prend direct ou indirect? Direct. Pascal Brault. C'est bon. C'est 2 points. C'est 2 points pour Émeric. Pascal Brault, effectivement, ancien joueur professionnel à Niort, entre autres, qui a accompagné Stéphane Dumont, et je crois qu'il n'est plus avec lui du côté de Troyes. Deuxième question, peut-être pour égaliser, peut-être pour prendre l'avantage. Quelle est la plus large victoire de l'ère Dumont? Je te demande juste le score. Indirect. Était-ce 7-1, 8-0 ou 9-2? 8-0. Bonne réponse, tu te souviens où? À Liffré. À Liffré, en Coupe de France. Bonne réponse. Troisième question pour prendre l'avantage. On est à 3 partout pour ce début de quiz. Pour son dernier match sur le banc de Guingamp, j'allais dire sous le maillot, enfin, forcément. Avec quelle charnière centrale termine-t-il son dernier match sur le banc de Guingamp? C'était contre Laval la saison dernière sur la 38e journée. Coup franc direct ou indirect? Indirect. Alors, je note bien, il termine à la fin du match. Quelle est la charnière centrale de Guingamp? Est-ce Lemonnier Rioux, Sidibé Nahir ou Sidibé Louisère? Sidibé Louisère. Bonne réponse. Elle était costaud, celle-là, effectivement, parce que je crois que Sidibé démarre en charnière centrale avec Lemonnier, sauf que Lemonnier se pète au bout d'une demi-heure, et du coup, c'est Louisère, parce qu'il n'y avait plus de défenseur, c'est Louisère qui redescend en charnière centrale et qui termine cette rencontre et cette saison avec une défaite 1-0, malheureusement. 4-3, attention, rien n'est joué, les amis, dans ce quiz. Au moment de la deuxième manche, vous avez l'habitude généralement des CV. Eh bien, ça ne sera pas les CV aujourd'hui, ce seront des scénarios. Je vais vous dire, les scénarios et les buteurs d'un match d'en avant. Il va falloir me couper en disant votre prénom. À ce moment-là, je m'arrête et il faut que vous ayez le match et la saison pour marquer 2 points. 1 point pour le match, 1 point pour la saison. Est-ce que tout est clair, les amis? Ouais. On est parti. Alors, je fais un geste pour le
changement d'équipe qui score. Baptiste Roux contre son camp, 32e. Youssouf Mchangama, 38e. Mehdi Mergem, 76e. Baptiste Roux contre son camp, 32e. Youssouf Mchangama, 38e. Sur coup franc, je vous donne un indice. Mehdi Mergem, 76e. Émeric. Auxerre Guingamp 2020-2021. 0 point. 0 point, Émeric. C'est pas ça. Titouan, tu as la main. Tu as la main, tu peux proposer quelque chose. Tu as, allez, 10 secondes. Sur les Guingamp Grenoble 2020-2021. 0 point également. C'était Guingamp Le Havre 2021-2022. Pour cette rencontre, c'était tout simplement le dernier match de Youssouf Mchangama sous le maillot de Guingamp. Il avait conclu avec un magnifique coup franc. Deuxième scénario, les amis. Là, ça peut-être aller plus vite. Louvambo, 79e. Alexandre Mendy, 86e. Guingamp, Coupe de France 2024-2025. Titouan prend l'avantage, 5 points. Bravo Titouan, effectivement, c'était le Guingamp de cette saison. J'ai même pas eu le temps de donner le dernier buteur. Tu le connais, Titouan? Picard. Ah oui, Picard, 92e. Attention, dernier scénario, les amis. Titouan vient de reprendre l'avantage. Je veux le match et la saison. Pierre Bratt, 92e. Émeric. Guingamp, saison 2012-2013. Et Émeric reprend l'avantage. Bravo, 6-5. Ah, celui-là était un petit peu technique, mais évidemment, avec le célèbre but de Christophe Carbrat contre Caen sur corner, l'année de la dernière montée en Ligue 1. Eh bien, il y a du niveau. Les amis, Émeric a repris l'ascendant, mais attention, on termine ce quiz par un c'est bon, c'est pas bon. Je vais vous donner un thème, il va falloir me trouver des joueurs. C'est bon, vous marquez un point. C'est pas bon ou déjà donné, vous êtes éliminé et vous offrez un boulevard à votre adversaire. Titouan, tu as gagné le toss, donc c'est toi qui vas commencer. Le thème de ce c'est bon, c'est pas bon, il concerne l'unique match joué par Guingamp contre un club de Ligue 1 sous l'ère Dumont. C'était le Guingamp-Rennes de la saison dernière en janvier 2024. 30 joueurs ont participé à cette rencontre. Il va falloir que vous me les retrouviez. Guingampais ou Rennais? Titouan, tu engages. Wu. Christopher Wu? Oui. C'est pas bon. Mince. Émeric, balle de match. Amadou Sagna. C'est bon. Bon, hélas, ce quiz qui tenait toutes ses promesses, c'est la dure loi du c'est bon, c'est pas bon, les amis. C'est que chaque erreur est éliminatoire. Allez, pour le plaisir, ça ne compte plus dans le score. Mais Titouan, allez, deuxième chance, vas-y. Blas. Blas, c'est bon. Émeric. Gauthier Gallon. C'est bon, ça pouvait être le piège. Certains auraient pu dire Mandanda. C'était Gallon, effectivement, le gardien de Rennes. Mergem. Mergem, c'est bon. Kalimuendo. Eh oui, le double buteur, c'est bon. Vous me donnez que des Rennais, c'est malheureux pour la Bretagne, ça. Basilio. Basilio, ouais, c'est bon. Qui on avait 5, 4. Livolan. 2. Ah non, il était parti. Il était parti, Livan. Eh ouais. Allez, Titouan, un dernier. Elwazani. Elwazani, ouais, c'est bon. Du côté de Guingamp, dans le 11, on avait Basilio dans le but. Défense, Sivis, Rioux, Gomis et Ben Mohamed. Un milieu avec Louiser, Roux, Mergem. Une attaque, Sagna, Elwazani, Guillaume. Était entré en jeu Manso, Barthelmé, Louvambo, Picard, Sioué. Et du côté de Rennes, Gallon, Guéladoué, Omari, Théat, et donc pas de Christopher Wu, Truffert, Santa Maria, Lefebvre, Désiré Doué, Terrier, Blas, Kalimuendo, et était entré en jeu Rieder, Bourigeaud et Yildirim, le Turc. Les gars, les amis, bravo pour ce quiz.
Dommage pour le c'est bon, c'est pas bon, mais ça a été un des quiz où il y a eu le plus de renversement de score. Bravo Titouan pour ta première titularisation. Merci Je pense que ça ne sera pas la dernière. Je pense que tu as envie d'une revanche un jour ou l'autre. J'espère bien. Ouais, tu reviendras. Aymeric, bravo. 4e victoire consécutive. Et attention, la 5e, c'est pas une tasse. C'est une tasse plus une casquette à la Guingampaise. Et ouais, tu montes en grade. Donc ça sera, alors peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'il y aura la trêve, et peut-être aussi un en avant-match spécial qui se prépare. On n'en dit pas plus. Mais en tout cas, tu reviendras évidemment avant le match contre Dunkerque ou Lorient. On te préviendra. Tu peux savourer ce statut de champion pendant encore quelques temps. Merci les gars. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Quel avant.